Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Centres commerciaux, ouverture ou fermeture, qu'en est-il? Nous tenterons de vous éclairer avec Via Moselle TV sur les nouvelles règles en vigueur actuellement. Des chiens dressés à détecter le Covid, visite en Gironde grâce à TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, du centre de formation de nos meilleurs amis, vous allez le voir. Soulagez vos douleurs grâce à un bracelet. Reportage de Télé Grenoble sur un simulateur d'endorphine révolutionnaire qui veut conquérir le monde. Enfin, naissance de 5 bébés requins. Ils sont nés au Centre national de la mer et c'est le carnet rose de cette nouvelle année. Nous irons à la rencontre de bébés requins nés pendant la crise sanitaire à Boulogne-sur-Mer grâce à OEO, la chaîne de la Voix du Nord. On commence ce journal avec les nouveaux dispositifs pour freiner la propagation du Covid-19 et de ses variants. Le Premier ministre a annoncé, vous le savez, la fermeture des centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m². En Moselle d'ailleurs, c'est la douche froide pour une dizaine de centres et de boutiques qui n'auront cette fois pas la possibilité de faire le click and collect. Les explications de Fanny Bragard pour Moselle Télévisions. L'image est rare. Le parking du géant du meuble complètement désert et des clients surpris qui trouvent porte close. Scène identique à Faré-Bersvillers, devant les 55 000 m² du centre commercial Best, où les annonces de Jean Castex ont pris tout le monde de court. Les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m² seront fermés. Une mesure difficile à digérer pour des commerçants déjà dans le rouge et qui, depuis le déconfinement, redoublent d'efforts pour s'adapter au protocole sanitaire. On ouvre, on ferme, pour nous comme pour nos commerçants. C'est extrêmement difficile de se projeter et surtout un petit peu de concertation. Vous voyez, au final, on nous a fait décaler les soldes, donc on a perdu finalement 2 semaines de soldes et derrière, on nous reconfine. Alors que si on avait laissé les soldes à leur format originel, peut-être que du coup, on aura peut-être moins de stock dans les boutiques à ce moment-là. D'autant plus que cette fermeture est plus drastique que les précédentes, où en plus de l'hypermarché, quelques boutiques pouvaient encore travailler. Vous voyez, le dernier confinement, le click and collect, ça a rapporté pour certains commerçants 25-30% de chiffre d'affaires. La vente à emporter pour les restaurateurs, c'est également une somme de chiffre d'affaires additionnelle. Alors que là, Maison de la Presse par exemple, les vapoteurs, les opticiens, dans les centres commerciaux n'ont pas le droit d'ouvrir. Sans visibilité, difficile pour ces commerçants d'entrevoir le bout du tunnel, à moins d'exercer à ciel ouvert, car pour l'heure, les parcs d'activités commerciales comme le Waves Acti Sud peuvent toujours accueillir des clients. C'était logique au vu de la configuration de l'espace ici, mais oui, évidemment pour les commerçants c'est un soulagement de pouvoir rester ouvert après une année très compliquée, en attendant d'éventuelles nouvelles mesures qui pourraient arriver. Pour les 500 salariés du site, c'est une réelle délivrance après déjà 3 mois de chômage partiel. Oui, ça fait toujours peur parce que j'ai peur de me retrouver encore entre les 4 murs comme le mois de mars. Alors qu'un nouveau confinement semblait imminent, les clients présents dans les années ce lundi se réjouissent d'encore pouvoir faire du shopping. Si tout ferme, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment rejeter un peu le stress, on va dire? Pour limiter le brassage de la population, la jauge de fréquentation a été revue à la baisse pour les commerces de plus de 400 m². Ils ne pourront désormais accueillir qu'un client pour 10 m². Voilà, alors que l'on redoutait un confinement, ce sont d'autres mesures restrictives qui ont été annoncées. Pas de voyage hors motif impérieux en dehors de l'Union européenne, des contrôles renforcés pour faire respecter le couvre-feu à 18h et surtout la fermeture des galeries marchandes de plus de 20 000 m². Une stricte application du décret est observée, vous allez le voir, par la préfète de la Loire. Le couperet est tombé. Adrien Blétry pour TL7 Télévision Loire 7. Des rideaux qui se baissent, des lumières qui s'éteignent et des locaux qui se vident. Marie Guyard est gérante d'un salon de coiffure dans la galerie marchande de Montieu et son incompréhension est totale. On ne comprend pas pourquoi certains peuvent et d'autres non. Apparemment, on compte aussi la globalité, même des entrepôts, des choses comme ça. Rien n'est clair et même nos directeurs de centre sont perdus. Même eux, ils ont dû attendre vraiment la dernière minute pour savoir. Et encore une fois, je retombe toujours sur la même chose, mais l'inégalité en fait, c'est toujours la même chose. Après avoir réaménagé son local pour respecter les gestes barrières et la jauge limitant le nombre de clients dans son salon, Marie ne sait plus quoi faire. Malgré toutes les distances qu'on a pu, les mesures qu'on a pu mettre en place, ça va toujours pas, donc on ne sait plus quoi faire nous non plus, on ne sait plus.
Du côté de la galerie marchande de Centre 2, le constat est le même, mais certains gardent de la motivation. On reste très motivés parce que la galerie va être rénovée, il va y avoir de belles choses, on a l'arrivée de Primark, nos équipes sont rapatriées sur le salon de l'hôtel de ville, donc du coup on va quand même pouvoir bosser et on attend que ça se passe, on reste très motivés. D'autres auraient espéré une jauge plus stricte plutôt qu'une fermeture. Quitte à accueillir moins de clients. Voilà, c'était une idée peut-être aussi qui aurait été à creuser et qui aurait permis à beaucoup de commerces, d'enseignes comme les nôtres de rester ouvertes. Et dans 2 semaines, c'est la Saint-Valentin. Les commerçants avaient déjà réalisé leurs commandes. Cet horloger allait faire gonfler son chiffre d'affaires. Les consommateurs, eux, ont un avis plus partagé. C'est un petit peu normal parce que c'est un endroit où se réunit beaucoup plus de monde. Pour diminuer le risque de contamination, je pense que c'est normal de les laisser fermer. Et les commerçants doivent prendre leur mal en patience car aujourd'hui, aucune date n'est fixée pour la réouverture. Et désormais, comme vous le voyez sur ces images de Benjamin Delmas de Sète à Limoges, plus question de déjeuner avec ses copains pour éviter les brassages et un risque accru de contamination. La répartition se fait par classe. Dans les cantines comme celle de Beaune-les-Mines, près de Limoges, le nombre de services est passé à 2 pour optimiser la distanciation sociale. Les équipes disposent de 15 minutes pour le nettoyage et la désinfection du restaurant scolaire. À l'heure actuelle, du coup, entre 2 services, nous avons à appliquer un désinfectant sur les tables, attendre un temps d'action et notamment aussi apporter une aération permanente des 3 réfectoires lorsque les enfants ont quitté les lieux. On connaissait les chiens détecteurs d'explosifs, de drogue ou encore de billets de banque. Désormais, 5 chiens du programme Sinocov sont capables de détecter la Covid-19. Regardez ce reportage et ses explications au cœur de leur centre de formation à Libourne en Gironde. Bénédicte Dohin pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendue sur place. Regardez. Chien pisteur des sapeurs-pompiers de Gironde, Molky est formé depuis 4 semaines à la détection du virus. Des entraînements quotidiens pour le sensibiliser à l'odeur des molécules du Covid-19. Il y a un système d'action soufrée qui se fait sur les cellules qui crée une odeur vraiment particulière. Et nous, le but, c'est de créancer les chiens sur ce cocktail odorant-là. Les chiens travaillent sur une ligne de 10 cônes où on a un prélèvement, voire 2 prélèvements de sources odorantes Covid. Plus, en même temps, on a greffé aussi des compresses neutres pour apprendre le chien à se fixer vraiment sur la partie moléculaire dégagée par ce cocktail odorant. Des prélèvements de sueur de patients positifs au virus sont disposés au milieu d'échantillons négatifs. À terme, les 5 chiens du programme seront capables d'établir une présélection de cas positifs, évitant ainsi un dépistage de masse. Quand vous êtes en fin d'épidémie où vous avez un taux de prévalence qui est faible, si vous voulez tester toute une population, vous avez le coût de tester toute une population pour trouver 2% de positifs. Si vous faites une présélection avec des chiens qui ont démontré leur capacité qui est validée, vous allez tester pour valider avec des tests de référence ceux qui ont été marqués comme positifs. À ce jour, 95% des prélèvements positifs au Covid-19 sont détectés par les chiens du programme. Voilà, et puis sur le terrain des mouvements sociaux dans les territoires, une quinzaine de tracteurs sur le parking d'une grande surface de Contrexéville. Une nouvelle action coup de poing des syndicats et jeunes agriculteurs cette semaine alors que les négociations commerciales annuelles entre industriels et distributeurs ont commencé. Soulager les douleurs, c'est le pari que s'est lancé une société de Grenoble en 2016. Cette entreprise, qui compte 25 salariés, a conçu le premier simulateur d'endorphine par ondes millimétriques. Les sportifs savent ce que c'est l'endorphine, l'hormone du bien-être. Le reportage de Charlotte Faulkner pour Télé Grenoble sur place. Regardez. Soulager les douleurs aiguës sans utiliser de médicaments, c'est le pari que s'est lancé Remedy Labs. Créée en décembre 2016, l'entreprise de 25 salariés a créé le premier simulateur d'endorphine par ondes millimétriques. Alors, les ondes millimétriques, c'est quoi ? C'est un signal électronique de très haute fréquence qui, lorsqu'il est appliqué sur une zone fortement innervée du corps, va envoyer un influx nerveux au cerveau et libérer l'endorphine cérébrale. Et l'endorphine cérébrale, en fait, c'est l'antalgie du corps.
L'endorphine a donc des vertus antalgiques mais peut également avoir des effets très positifs sur notre stress ou encore notre sommeil. La technologie Remedy aidera donc des patients atteints de fibromyalgie, de migraine aiguë ou encore d'arthrose de manière non invasive sous forme de bracelet, une technologie développée avec l'aide du CEA Leti et de ST Microélectronique. Pour fonctionner, notre dispositif doit être placé sur une zone qui est fortement innervée, d'où le choix du poignet. Maintenant, notre patient, quel qu'il soit, utilise le dispositif pendant une session d'une demi-heure et les bénéfices vont durer pendant des périodes beaucoup plus longues, plusieurs heures. Encore une fois, c'est assez dépendant de la pathologie. Dans le cadre de nos patients fibromyalgiques, on est sur une utilisation quotidienne entre 3 et 5 fois par jour, selon le besoin et l'envie du patient. La douleur chronique toucherait jusqu'à 20% de la population mondiale, un marché important que vise l'entreprise Remedy Labs. On est sur un marché qui est absolument colossal. Et donc nous nous apprêtons à préparer l'entreprise en fait, pour un développement commercial absolument mondial, en commençant par l'Europe, alors la France bien sûr parce que nous sommes français, les pays européens, les États-Unis et après une extension totalement internationale. La technologie de Remedy Labs n'est pas encore commercialisée, mais de nombreux essais cliniques sont en cours, notamment avec le CHU de Grenoble. Le lancement de sa commercialisation est prévu pour 2022. On prend maintenant la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et para-olympiques 2024, est venu rencontrer des jeunes là-bas dans le cadre de la semaine olympique. Un reportage de Michael Midoro et de Bicente Merien, Sansi Esteban pour TV 78 sur place. L'ancien champion de canoë Tony Estanguet s'est mis au cyclisme le temps d'un après-midi. Le président du comité d'organisation de Paris 2024 était ce mercredi 3 février au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Son objectif, promouvoir le site retenu pour les JO auprès des jeunes dans le cadre de la semaine olympique. On est ravis de pouvoir partager ce moment avec la génération 2024. C'est tellement important, au-delà des compétitions, d'engager, d'entraîner avec nous cette génération, de leur donner envie de découvrir ces sports, de leur donner envie de découvrir aussi des athlètes. Et voilà, donc moi je remercie toutes celles et ceux qui ont permis cette opération, cette semaine olympique et paralympique à l'école, parce que cette semaine, on va mobiliser 500 000 enfants qui, un peu partout sur le territoire, vont être mieux sensibilisés à l'importance de la pratique sportive. Cette semaine olympique a été lancée à l'initiative de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Cet après-midi, une centaine de lycéens de Saint-Quentin en Yvelines a pu tester le VTT et le BMX avec le triple médaillé d'or au JO. Ça fait plaisir de voir sur quoi les futurs athlètes ils vont travailler, etc. Franchement, ça fait plaisir de voir un athlète de niveau. Il faut quand même resituer ça dans un contexte historique. Les Jeux en France, c'est une fois tous les 100 ans, si on regarde derrière nous, et qu'on puisse associer le plus possible la jeunesse à l'engouement que ça va provoquer autour du sport. C'est à mon avis ce qu'il ne faut absolument pas manquer dans l'approche de ces Jeux Olympiques de 2024. La semaine olympique se terminera ce vendredi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines avec la découverte de la colline d'Elancourt. Le site recevra les épreuves de VTT en 2024. Je vous le disais dans les titres, à Boulogne-sur-Mer, carnet rose avec la naissance de 5 bébés requins. Il s'agit de bébés requins zèbres, une note positive en ce début d'année car c'est rare. Le Centre national de la mer, à la même enseigne que les musées, est toujours malheureusement fermé au public et ce déjà depuis plusieurs semaines. Un manque à gagner qui fragilise la situation financière de ce site où près de 60 000 animaux doivent se faire soigner. Caroline Fichten nous présente ces bébés requins et s'est rendue sur place pour WEO, la chaîne de la Voix du Nord. C'est l'heure de la sieste pour ces 2 requins zèbres. Arrivés tout jeunes il y a 10 ans à Nausicaa, ils sont devenus parents il y a quelques semaines. C'est la première fois effectivement qu'on a des naissances de requins zèbres. C'est le fruit d'un travail de longue patience. C'est ce qui fait la fragilité des requins également. Ce sont des animaux qui se reproduisent très lentement. Pour découvrir les bébés requins zèbres, c'est dans les coulisses de Nausicaa qu'il faut aller. Ici, 2 fois par jour, Simon nourrit les 3 premiers-nés en août. Les animaux mangent environ 30 grammes de crustacés par jour, soit la moitié de leur poids. Et c'est grâce à cette pince que les soigneurs nourrissent les requins zèbres. On réalise un training avec eux, on agit avec une cible, tout simplement pour les faire venir. Les animaux vont se retrouver dans des volumes de plus en plus grands et c'est important pour eux qu'ils aient un repère pour qu'on puisse les alimenter correctement.
Dans cette pièce, 2 autres requins zèbres nés fin décembre grandissent tranquillement dans un plus petit volume d'eau. Les 6 premiers mois, tout doit être rigoureux. Les soigneurs de Nausicaa sont vigilants, car même si l'aquarium est fermé au public, l'activité en coulisses n'est jamais à l'arrêt. Nous avons 58 000 animaux à Nausicaa et donc il nous faut les accompagner au quotidien, que ce soit en termes de nourrissage ou en termes de soins. Nous avons aussi des équipes techniques qui ont besoin d'être ici. La maison ne ferme jamais. En coulisses, le travail continue donc. Dans quelques semaines ou quelques mois, ces requins zèbres partiront vers d'autres aquariums. Des requins zèbres, peut-être l'avez-vous remarqué, qui en grandissant perdent leurs rayures et deviennent tachetés. Les Anglais les appellent d'ailleurs des requins léopards. Et puis regardez ces images qui nous ont été envoyées par Marion, aussi de notre partenaire du groupe La Dépêche. À l'Union près de Toulouse, une équipe de préhistoriens et de plasticiens travaille à créer la réplique de la grotte Cosquer. Cette grotte ornée datant de la préhistoire est victime de la montée des eaux près de Cassis. Elle est invisible du grand public alors qu'elle présente un grand intérêt archéologique. Et c'est une société toulousaine qui s'applique à fabriquer 8 parois à partir de photos et de modélisation 3D. Un travail long et minutieux pour reproduire la roche, mais aussi les gestes des artistes de l'époque. Ces panneaux devraient prendre place dans la Villa Méditerranée sur le port de Marseille en 2022. On part pour Évian maintenant avec nos partenaires de la chaîne TNT sur place 8 Mont-Blanc. Le bâtiment que vous allez voir est le symbole de l'histoire thermale de la cité lémanique. Longtemps attendu, les travaux de restauration de la buvette Cachat sur place viennent de démarrer. Une deuxième phase qui doit rendre au bâtiment une jeunesse perdue depuis des années. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi sur place. Le chantier de restauration de la buvette Cachat vient de démarrer avec l'installation en façade et à l'intérieur du bâtiment d'un imposant échafaudage. Une couverture de type parapluie doit compléter l'ensemble de la structure pour protéger la restauration du clos couvert, c'est-à-dire la rénovation de la charpente, de la couverture et de la zinguerie lors du démontage et de la restauration de la toiture. Cette étape charnière prévoit également la rénovation des façades et la restitution des éléments disparus. C'est l'emblème de la ville d'Évian, donc il fallait qu'on y travaille. Et c'est vraiment le vrai début des travaux pour nous, puisque la première phase, c'était la mise en sécurité des vitraux. Et là, c'est vraiment le début du chantier. Pour mener à bien ce chantier et retrouver une jeunesse perdue, les travaux de restauration seront conduits par des entreprises rompues aux travaux de restauration des monuments historiques. Cette phase devrait durer 16 mois. Les tranches suivantes seront consacrées entre autres à la restitution de l'aile du Grand Promenoir. Début du XXe siècle, c'est ici que tout se passait, dans cette halle, où les gens qui venaient en cure thermale venaient passer, se détendre ici. Ils allaient prendre de l'eau et ensuite ils venaient se détendre ici. C'est vraiment l'histoire d'Évian ici. C'est tout à fait magique. Vous êtes dans un autre monde. Le coût global de cette première tranche de travaux s'élève à plus de 4 millions d'euros. Un coût important dû au caractère unique de l'édifice et à la complexité de la restauration. Dans le cadre du plan de relance, le projet a bénéficié d'une subvention complémentaire de 825 000 € du ministère de la Culture. C'est le moment de la rubrique Éco-Région dans ce JT des Territoires. Bonjour Michel Picot. Bonjour Cyril, bonjour à tous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de cette entreprise familiale qui vient de fêter ses 220 ans. Il s'agit de l'entreprise de la famille Peugeot, dont les 2 frères aînés, Jean-Pierre et Jean-Frédéric, avaient transformé le moulin familial dans le Doubs en fonderie d'acier. Tout va démarrer là. Nous sommes alors au début du 19e siècle. Cette fonderie va fabriquer alors des rubans d'acier, des scies égoïnes et même des crinolines pour les robes de soirée. Et en 1840, voilà le premier moulin à café. Viendront ensuite les moulins à poivre et beaucoup d'autres objets autour de l'acier et destinés notamment à la cuisine. Mais la famille ne manque pas d'idées et d'envie de créer. Certains membres feront des vélos, les vélos Peugeot par exemple. Armand Peugeot s'intéressera, lui, aux automobiles en créant la marque au Lyon. Ce logo est apparu, lui, en 1850 et il est utilisé
par toutes les filiales de la famille. L'entreprise est toujours implantée dans le Doubs et la famille s'est plutôt focalisée sur l'automobile ces dernières années, il faut bien le dire, mais elle est revenue en 2014 dans le capital et l'activité de Peugeot Saveur. Aujourd'hui, la marque s'est diversifiée avec par exemple ce moulin à graines de lin ou encore ce verre à whisky révolutionnaire. La marque française emploie 160 personnes, elle est labellisée entreprise du patrimoine vivant, une belle histoire d'entreprise familiale à l'heure où la marque Peugeot et notamment les voitures PSA fusionnent avec Fiat Chrysler pour devenir un poids lourd mondial de l'automobile. On part maintenant dans ce grand JT des territoires pour la Bretagne. Connaissez-vous l'enluminure? C'est un art médiéval qui est pratiqué, vous allez le voir, par Astrid depuis 2005. Elle s'est installée à Fougères depuis quelques mois. Un reportage de Justine Barrault pour TVR à Rennes. Donc là, vous allez pouvoir reproduire le motif. Surtout, vous prenez bien votre temps. Toute l'après-midi, Nathalie, propriétaire d'une pension canine à Fougères, devient l'élève apprentie d'Astrid Bertin. Il y a longtemps que j'ai envie, j'aime beaucoup tout ce qui est les vitraux, les abbayes, tout ça. J'essaye de prendre du plaisir où je peux parce que c'est très anxiogène pour moi, avec le Covid, avec tout ce qu'on entend à la télé. Donc je me suis dit, je vais lui faire quelques heures de quelque chose que j'aime et que je veux découvrir surtout. Astrid Bertin est maître enlumineur depuis 2005. Elle est l'une des rares spécialistes de cet art médiéval en France. Après un premier atelier à Avranches pendant 12 ans, elle s'est installée à Fougères depuis le mois de novembre. J'ai découvert l'enluminure justement au Fonds ancien d'Avranches, donc là où étaient conservés les manuscrits autrefois. J'y ai travaillé 4 étés de suite en emploi saisonnier, mais à force de lire des livres pour faire des visites guidées et essayer de faire des visites de plus en plus complètes, je me suis dit, bon, faut que j'apprenne à le faire. À son atelier, Astrid Bertin réalise des copies d'enluminure commandées par ses clients, mais aussi des créations plus modernes. Les demandes viennent majoritairement de particuliers, mais elles viennent aussi de mairies pour des chartes de jumelage ou autres blasons. Moi, ce que j'aime dans l'atelier ici, c'est que j'ai pu en fait mêler l'enluminure du Moyen-Âge avec des choses aussi plus modernes. Je veux montrer au public en fait que l'enluminure est un art vivant, un lien entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle. Aussitôt installé, aussitôt adopté, l'atelier Le Parchemin des Limbes fera partie des lieux à voir pendant les fêtes médiévales à Fougères. Astrid Bertin espère y donner des cours gratuits de calligraphie en costume d'époque. Et puis, loin de la Bretagne, regardez ces images, la petite histoire dans la grande. La semaine dernière, Joe Biden a redécoré le bureau ovale de la Maison-Blanche. Parmi les changements symboliques, un tableau de Benjamin Franklin peint par le carpentracien Duplessis. Une bonne nouvelle pour Carpentras, qui n'a pas oublié le peintre. Une exposition est même en cours de préparation d'ici 2 ans là-bas. Ce sont des images qui nous ont été envoyées par nos partenaires de la Provence sur place. Voilà, nous partons du côté des Antilles dans ce grand JT des territoires avec appropriation culturelle ou hommage. La question est posée. C'est à l'occasion de la Fashion Week Digital que la maison Louis Vuitton a présenté le fashion film de sa collection automne-hiver 2021. Et les silhouettes imaginées par le directeur artistique américain Virgil Abloh font référence à des communautés d'origine diverse. Parmi les accessoires, un cabas en tissu madras, vous allez le voir, qui a suscité la polémique sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté antillaise. Certains crient à l'appropriation culturelle, d'autres parlent de représentation de la diversité. Un reportage de Hélène Sérignac pour ATV Martinique sur place. Louis Vuitton, saison automne-hiver 2021. Parmi les silhouettes constituées par le directeur artistique, un petit détail n'a pas échappé à la communauté antillaise. Un cabas à l'effigie du Madras crée la polémique sur les réseaux. Certains crient à l'appropriation culturelle de la part de cette maison de luxe, mais pour Jean-Yves Zamor, consultant mode, il n'en est rien. On devrait s'en réjouir qu'un noir arrive à la tête d'une maison aussi importante, aussi influente dans le domaine du luxe. Donc c'est Louis Vuitton est quand même dans le groupe LVMH. Donc il n'y a pas d'appropriation culturelle parce que c'est un noir comme nous-mêmes qui a fait des recherches pour comprendre les différentes histoires des différentes diasporas qui sont présentes dans le monde. Il est d'origine, il vient du Ghana, Virgil Abloh, et je salue cette prouesse artistique parce que il aborde plusieurs problématiques, racisme, homophobie, mélange des genres, mélange des codes, et c'est un message puissant et je trouve très simpliste.
de s'arrêter à juste un cabas et monter les choses en épingle. Et alors que les réactions sont vives sur les réseaux sociaux, dans les rues de Fort-de-France, le ressenti des passants concernant cette création est plutôt apaisé. J'ai vu ça ce matin sur les réseaux, mais je pense que c'est le madras à la base, ça vient d'Inde aussi, donc on se l'a approprié aussi, mais ce n'est pas qu'à nous, donc je pense que c'est une polémique qui n'est pas justifiée. C'est en tissu. Oui, en tissu, tu n'as pas exclusivement réservé aux Martiniquais, d'après moi. Si nous donne à tous les Martiniquais un petit sac madras avec le Vuitton, il n'y a pas de souci. Hein. Et s'ils ne le donnent pas? Alors là, c'est pas gentil. Là. Appropriation culturelle ou représentation de la diversité, une chose est sûre, l'utilisation de ce tissu emblématique de notre histoire par un des directeurs artistiques les plus en vogue aura défrayé la chronique. Et puis des images qui nous viennent de Monte-Carlo grâce à Monaco Info dans ce grand JT des territoires, avec la récolte des bigarades. Ce sont des oranges amères et plusieurs quartiers de la principauté sont concernés par cette récolte. Sandrine Nègre et Thomas Adéus se sont intéressés au travail mené sous les bigaradiers du quartier de la Condamine. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes de télévision locales et régionales et sur TV5 Monde, avec la participation de la presse quotidienne régionale. Merci de votre fidélité et à très vite, au revoir.